De l'été, 10h-13h, Anthony Martin-Smith. Rodrigo Arenas, vous êtes député La France Insoumise, également conseiller à la ville de Paris. Vous lancez cette plateforme SOS Logement.fr pour dénoncer ces situations de logement qu'on pourrait qualifier de quoi? Précaire, insalubre, ça dépend du cas de chacun. En fait, l'essentiel de mes permanences en tant que député et maintenant aussi en tant que conseiller de Paris, vous l'avez rappelé, concerne le logement. Et dans beaucoup de situations, pour pas dire l'essentiel, les habitants et les habitantes, notamment chez les bailleurs sociaux, m'expliquent que quand ils écrivent aux bailleurs, soit, comme disait Coluche, on leur explique comment se passer de ce dont ils ont besoin, ou alors il y a une minimisation des situations dramatiques dans lesquelles vivent des habitants, les habitantes, notamment des familles avec enfants. Et à ce titre-là, moi, l'idée, c'est que je me suis rendu compte, c'est que c'est quelque chose de systémique. C'est pas quelque chose qui est conjoncturel, c'est pas quelque chose qui est ponctuel. Il y a que parfois ça concerne un ensemble de bâtiments, un ensemble de tout un quartier dans lequel le bailleur fait peu ou mal son travail et qui met concrètement les habitantes et les habitants locataires dans des situations inextricables. Et que là, c'est le pot de fer contre le pot de terre. Donc à partir de là, mon rôle, c'est de visibiliser ce qui pour eux paraît invisible parce qu'ils sont, comme on dit, bien heureux d'avoir un appartement. En tout cas, c'est ce qu'on leur dit régulièrement. Estimez-vous heureux d'avoir un appart. Donc à partir de là, ne râlez pas. Et donc mon objet, c'est de le visibiliser tout simplement à travers un site internet qui n'est pas un site de propagande, qui n'est pas un site partisan. C'est juste les personnes qui le souhaitent peuvent faire une vidéo de leur situation, la mettre très facilement parce que la technologie le permet en visibilité. Et donc tout le monde, même vous, pouvez aller consulter ces vidéos qui met en fait l'état du bâti dans lequel habitent ces habitants qui pour moi est insupportable. Albert Texer. Quels sont les types de témoignages que vous avez recueillis? Quelle température fait-il dans les appartements sur Paris, par exemple? Parce que vous le contextualisez dans le cas de la canicule, notamment. Voilà. Alors, c'est dans le cas de la canicule. D'ailleurs, ça a été la base du logement. Pourquoi? Parce que j'étais en conseil de Paris et j'ai demandé au maire de la capitale et donc à ses élus de permettre aux habitants de faire l'urgence. Notamment, je parlais à l'époque de mettre en place ce qui maintenant devient un peu une habitude, de mettre des couvertures de survie inversées sur les fenêtres, de permettre d'occuper les espaces qui sont réfrigérés. Je pensais notamment à tous les lieux saints, les églises, etc., qui sont les lieux réfrigérés, de permettre cet accueil-là. Et la réponse qu'il m'avait apportée à l'époque, qui m'avait profondément choqué, qui m'avait valu une réaction d'ailleurs assez virulente, il m'a dit, allez voir sur paris.fr parce que tout est là. Je le prends au mot puisqu'à paris.fr, maintenant il y a soslogement.fr. C'est-à-dire que cette invisibilisation dans une sorte d'institutionnalisation de la souffrance des habitants, aujourd'hui, il convient de la mettre en œuvre par eux-mêmes parce que les gens sont à bout. Donc vous avez raison de dire que la canicule a révélé cela, le manque de volets, le manque d'occultants, les écoles qui certaines ont dû fermer parce que c'était insupportable de faire classe pendant la canicule. Toutes ces situations aujourd'hui sont systémiques et elles sont systémiques parce que nous avons aujourd'hui une capitale, mais pas seulement Paris, c'est une question nationale aujourd'hui et parfois dans d'autres pays du monde aussi, qui ne prend pas en compte depuis des années ce que nous connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire le changement climatique. Et on n'a pas pris la mesure. Il y a des pays qui l'ont fait. Vous avez par exemple la Hollande qui a investi des milliards et des milliards d'euros pour permettre de lutter ou de s'adapter à la hausse du niveau des mers. Vous avez la Chine aussi qui a planté des arbres de façon massive, notamment dans le désert de Gobi pour préserver la capitale. Mais ça, c'est des politiques qui mènent depuis 50 ans. Et donc nous, on est à la rue là-dessus. C'est-à-dire qu'on n'a pas pris la mesure de ce changement qui était annoncé et qui aujourd'hui arrive et que les locataires se prennent de plein fouet, alors qu'on aurait très bien pu le faire. Et vous connaissez la capitale. Nous avons de plus en plus de tours qui en acier et en verre qui nécessitent de la clim. Comme le pavillon souhaité à l'Assemblée nationale. Par exemple, qui n'est pas que le projet de Yelbron-Pivet, mais je vous laisse enquêter là-dessus. Ils sont plusieurs à s'être mis sur ce sujet-là, de différents groupes. Et donc, à partir de là, oui, il y a une adaptation de la France à cette situation. Et ce que vous disiez tout à l'heure dans les sujets précédents, notamment ce qui se passe en Gironde, qui est un drame pour les personnes qui sont victimes, sont aussi dans cette logique-là. Sont aussi dans cette logique que nous n'avons pas pris la mesure du changement qui est là et que nous aurions pu anticiper parce que nous savons depuis 50 ans. Et ce site permet justement de le mettre en avant. Donc, c'est des questions, vous m'avez posé la question tout à l'heure, c'est des questions de moisissures sur les murs parce que les fenêtres ne sont pas adaptées. C'est des questions de logements qui sont insupportables parce que le soleil vient taper sur des baies vitrées qui ne sont pas adaptées. Il n'y a pas de volets, il n'y a pas d'occultant. Et que moi, 40 degrés des fois, jusqu'à 40 degrés. Moi, j'ai mesuré plus que ça parfois. Oui, bien sûr. Vous avez sur ma circonscription, par exemple, toute une politique de réhabilitation, mais qui correspond à un temps qui n'existe plus. Vous êtes dans le 14e arrondissement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est des projets qui ont été décidés à un temps qui n'existe plus. Donc vous allez refaire, par exemple, de la réhabilitation
autour pour faire baisser la température, on va dire 2 à 4 degrés, ok, mais ça vaut quand vous êtes à 30-32 degrés. Mais quand vous êtes à 40, à 45, comme vous venez de le dire, mais tous ces projets-là sont obsolètes. Aujourd'hui, il convient, comme je l'avais proposé, de faire un moratoire sur toutes les constructions. Dès que vous avez un espace, ne construisez pas. Laissez la végétation revenir, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, le meilleur ventilateur, le meilleure climatisation, eh bien, ça s'appelle un arbre. Oui, mais donc, vous voyez, c'est toutes ces questions-là. Quand on a une crise du logement à ce point développée dans la ville de Paris, on a du mal à loger. On a même débarqué la semaine dernière des personnes qui étaient en situation irrégulière ou régulière ou en attente d'être régularisées. Vous l'avez vu, notamment sur le SAMU social du 13e arrondissement, ou qui ont été délogés manu militari, embarqués dans des bus pour des destinations dans d'autres villes qui peut-être les auraient davantage souhaitées que Paris. Comment on fait ? Parce que si on ne construit pas de nouveaux logements, on les met où, ces gens-là ? Alors, il n'y a pas que ces gens-là, parce que là, vous pointez une partie de la population qui sont les personnes qui sont à la rue, clairement, ou qui sont dans des hôtels sociaux, ou qui n'acceptent plus de vivre dans ces conditions-là, et elles ont des droits. Mais la question qui se pose aujourd'hui, c'est que c'est un problème systémique. Donc aujourd'hui, vous avez moins d'habitants à Paris. D'ailleurs, tout le monde le dit, c'est un problème pour les écoles, avec les enfants, etc. Deuxièmement, vous avez plus de logements qu'avant. Et vous n'avez toujours pas réglé le problème. Par contre, je vois qu'il y a 2 millions de mètres carrés de bureaux qui ont été construits et qui sont non occupés. Vous voyez, c'est ça où, quand je dis qu'il faut penser les choses de façon globale, il faut penser de façon globale. Donc vous avez des solutions d'urgence qu'il faut prendre, mais vous avez aussi une planification sur le temps long qui n'a pas été faite. Et à la fois des ascenseurs qui tombent en panne. Je l'ai beaucoup accueilli sur cette antenne. On l'a beaucoup dénoncé sur Sud Radio dans l'émission que je présente, Faut que ça change, avec des ascenseurs en panne, des personnes âgées qui restent bloquées chez elles pendant des mois, voire des personnes en situation de handicap utilisatrices de fauteuils roulants. Si vous construisez pas de nouveaux logements, vous construisez pas des logements adaptés aux nouvelles normes. Vous avez ça, et le sujet que vous évoquez m'amène sur vraiment un problème concret, c'est que ce qui est provisoire devient permanent. Donc vous avez aujourd'hui des personnes qui sont dans des hôtels sociaux parce qu'elles ont le droit d'y être, avec leurs enfants parfois, mais qui restent pendant des mois, voire des années. Donc vous voyez, c'est ça aujourd'hui, où cette urgence qu'il convient de faire. On doit mettre les personnes à l'abri, notamment quand les intempéries sont là. On a la canicule à Paris, mais vous allez avoir les inondations à l'automne, comme tous les ans. Il y a que cette question du changement climatique amène ces situations-là. Il n'y a pas une réflexion d'ensemble pour faire en sorte de prendre en compte ces situations-là. Vous permettez c'est pour ça que je fais ce site. Que j'accueille Olivier qui nous appelle de Melun au 0826 300 300 et qui veut réagir à ce que vous dites, Rodrigo Arenas. Bonjour Olivier. Bonjour à tous. On vous écoute Olivier. Alors la problématique, moi je voulais faire un tout petit focus sur la problématique des fours thermiques de tous ces gens qui sont dans des appartements pas isolés ou mal isolés et qui font que quand il fait chaud, ils cuisent complètement. J'ai personne pour l'instant que j'aurais entendu passer sur un média qui fasse le calcul de pollution et énergétique, de savoir ce que coûterait une rénovation énergétique globale des 15 millions d'appartements qu'il doit y avoir à rénover en France, en termes de fabrication des matériaux, transport des matériaux, installation, versus on met un climatiseur dans une pièce et l'appartement devient pour une pièce vivable. Je pense honnêtement que l'hystérie des écologistes qui veulent absolument faire des isolations de tous les appartements existants, même si c'est une bonne idée d'avoir des appartements isolés qui soient thermiquement adaptés au réchauffement climatique, il n'y a pas à discuter sur le sujet. Mais transformer un vieux truc qui est une passoire en quelque chose qui serait vivable dans le cadre du réchauffement climatique me paraît complètement illusoire. Vous seriez pour reconstruire, Olivier ? Pardon ? Vous seriez pour de la nouvelle construction neuve ? De la nouvelle construction. Non, mais vous pouvez pas remplacer 15 millions d'appartements. Bah oui, donc, bien sûr. Il faut gérer 15 millions d'appartements qui sont des fours thermiques. Je vois pas pourquoi on dépenserait autant de matériaux, de transport, d'énergie pour les fabriquer, d'énergie pour les transporter, d'énergie pour les faire installer, versus un climatiseur qui coûte... Dans un instant, Olivier et Rodrigo Arenas va vous répondre. À tout de suite. Je pense que monsieur a raison. Sud Radio. Attends, dans un instant, on revient. Ok. Merci. Sud Radio. 10h-13h, Anthony Martin Smith. 10h16 sur Sud Radio. Merci d'être toujours à l'écoute de nos débats de l'été. Notre invité, le député La France Insoumise, Rodrigo Arenas, est également conseiller à la ville de Paris. Olivier, à l'instant, vous posez une question, monsieur le député, sur justement la question de la pollution et de la rénovation de ces passoires thermiques.
Monsieur a raison, c'est pas un problème parisien. N'importe quelle personne qui habite dans les grandes villes de France a vécu une situation dramatique. Si ce n'est lui, c'est quelqu'un qu'il connaît ou sa famille ou quelqu'un de proche. Donc aujourd'hui, la question c'est est-ce qu'on accepte la radicalité des choses ? La radicalité, c'est pas un gros mot, c'est juste se dire que continuer à construire et rénover comme on le faisait dans les années 80, 90, 2000, ça a vécu et qu'il faut résolument prendre un autre chemin. Vous savez, moi j'ai fait un calcul qui va paraître utopique, mais à Paris, il faut un arrondissement d'arbres. C'est ça la situation. Donc je dis pas qu'il faut sacrifier un arrondissement. Je dis qu'en termes global, il faut qu'il y ait autant de végétation, autant d'arbres, autant de place à la nature pour faire en sorte qu'on puisse sortir, respirer. Ça a été le cas pendant la Covid, quand notamment les étudiants, qui sont dans des situations extrêmement précaires, et contrairement à ce qu'a dit un journaliste d'une autre chaîne sur Canal+, non, c'est pas vrai que quand on habite sur les toits, on vit la canicule de la même façon que quand on est au rez-de-chaussée. Ce n'est pas vrai. Donc il y a ce côté aussi hors sol aussi qui rentre en ligne de compte. Donc oui, monsieur a raison, il faut oser cette radicalité et qu'aujourd'hui, quand on décide des solutions techniques, c'est pas les solutions d'un monde qui était à, on va dire, à 30 degrés. On est dans un monde qui est à 40, voire plus, qui va augmenter. Donc, vous voyez, c'est ça aujourd'hui qui convient de réfléchir, qui convient d'avoir, et c'est à ce niveau-là qu'on met la focale. Vous avez la question de l'électricité, que monsieur n'aborde pas. Pour pouvoir construire et pour pouvoir aménager des quartiers, il faut aussi réfléchir aussi l'électricité, puisque on sait aujourd'hui, ce qu'on dit quand même depuis des années, que l'été, il y a moins d'eau, que ce soit dans le Rhône ou ailleurs, là où il y a des centrales nucléaires, et qu'on doit arrêter les centrales nucléaires parce qu'il n'y a pas assez d'eau pour refroidir le cœur du réacteur. D'ailleurs, il n'y a jamais eu autant de réacteurs éteints en même temps. Voilà. Et quand on disait ça, quand moi je disais ça en tout cas, on disait qu'on était des affreux écologistes, écolo-terroristes, etc. Bon voilà. Aujourd'hui, ce qui terrorise, c'est le climat. Et pour pas être terrorisé, justement, il convient de l'aborder de plein fouet. Et moi, je fais surtout confiance aux nouvelles générations parce qu'on est en dette vis-à-vis d'elles. Et moi, je pense que la jeunesse doit prendre une place très importante dans cette situation parce que finalement, vous savez, quand on parle du principe de précaution, on ne leur permet pas de vivre avec les mêmes droits que nous avons, nous, de vivre relativement sereinement. Olivier, donc, voilà. Vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Rodrigo Arenas ? Alors, oui et non. Je suis désolé, monsieur Arenas. Non, c'est ça la démocratie, c'est bien. Alors, l'avantage de la clim, c'est que vous en avez besoin quand il fait chaud. Et quand il fait chaud, vos panneaux photovoltaïques ou éventuellement vos éoliennes, elles tournent. Donc, il y a suffisamment maintenant sur le territoire d'éoliennes et de panneaux photovoltaïques pour assumer complètement la charge d'un climatiseur par appartement. Il faudrait faire le calcul, mais honnêtement, je l'ai fait en croix avec une intelligence artificielle. Ça passe. Donc la problématique de la centrale nucléaire qui doit être supplée quand il fait trop chaud, alors que moi je suis un grand pro-nucléaire, je suis entièrement d'accord. Maintenant il faut pas exagérer, à 2 degrés près on pourrait monter un tout petit peu le niveau de température des flux qui passent devant les centrales ou avoir des centrales qui auraient des systèmes de refroidissement un peu différents et 13, ça passerait aussi. 13 réacteurs nucléaires à l'arrêt. Oui, mais c'est des grandes précautions et je suis d'accord pour le prenne. Mais pour revenir juste précisément au climatiseur, un climatiseur par rapport pour tous les apparts de France, vous avez largement de quoi faire avec les panneaux photovoltaïques. Ça marche en même temps, c'est une symbiose totale. Pour le coup, là, on a un truc qui fonctionne bien. Merci beaucoup Olivier de nous avoir appelé spontanément au 0826 300 300. Rodrigo Arenas, peut-être voulez-vous lui répondre ? Une réaction rapide, parce que la question c'est ce qui a été sur la clim pendant un certain temps, c'est qu'il faut arrêter de réfléchir seulement sur l'espèce humaine. Aujourd'hui, sur la canicule, il y a des centaines et voire des milliers, si ce n'est plus, d'animaux qui ont souffert de la canicule. Vous avez aussi des arbres et des végétaux qui ont souffert de ça. Donc vous n'allez pas mettre de la clim dans les champs, par exemple. Donc est-ce que la solution, c'est que les agriculteurs arrosent des espèces qui ne sont plus endogènes, c'est-à-dire qui ne résistent pas aux hausses de température, ou est-ce qu'on change de modèle ? C'est ça aujourd'hui qui est en question. Donc la clim, pour nous les êtres humains, c'est peut-être bien parce que chacun regarde un peu son intérêt, et ça je peux le comprendre, mais quand on le met dans un truc global, en fait ça fonctionne pas la clim, et ça on le sait. Alors, je voudrais juste qu'on fasse un point sur la situation de Sébastien Lavitte, de Sébastien Lecornu, le Premier ministre en Gironde, avec vous, Louis Randazzo. Où est-ce qu'on en est là aujourd'hui, actuellement ? Alors oui, Anthony, le Premier ministre Sébastien Lecornu est en Gironde aujourd'hui, accompagné de 6 ministres pour tenter de renouer le dialogue avec des élus locaux très remontés contre l'État. En cause, l'incendie qui a ravagé 42 000 hectares fin juillet, le plus important en France depuis 1949. Arrivé hier, le Premier ministre s'est rendu sans caméra au Porge, la commune la plus touchée par ces incendies. Ce passage discret a visiblement fait évoluer ses annonces du jour. Matignon promet désormais une reconstruction accélérée, pilotée par une mission de 5 experts avec priorité donnée au logement des sinistrés. À son arrivée sur place, le Premier ministre Sébastien Lecornu a été copieusement sifflé par les habitants. Je vous propose d'écouter d'ailleurs. Oh,
Rodrigo Arenas, c'était pas sa place là, Sébastien Lecornu, que d'y être? Pourquoi il se fait huer de la sorte? C'est sa place et c'était prévisible qu'il se fasse huer. On a parlé tout à l'heure des manquements de plusieurs années pour lutter contre les risques en fait ou les conséquences du changement climatique. Aujourd'hui, ce sont les habitants auxquels vont mes premières pensées évidemment qui sont affectés. Ce sont des gens qui ont perdu la mémoire de leur famille parfois parce que ça a brûlé dans l'incendie de leur maison. Ce sont des drames psychiques qui vont avoir lieu parce que quand vous êtes dans des situations comme ça, c'est extrêmement intense. Et aujourd'hui, on voit l'impréparation qui était prévisible malheureusement, que c'est tombé en Gironde mais ça aurait pu malheureusement tomber ailleurs. Vous avez parlé des inondations, ça va être le cas dans pas longtemps. Est-ce qu'on est là pour faire du témoignage politique, aller voir quand ça chauffe ou aller voir quand ça mouille? Non, la question c'est comment est-ce qu'on prépare. Et justement les politiques, on a l'impression quand même que quand on regarde les habitants sur place, on a des témoignages, par exemple Olivier qui nous dit on n'attend pas grand chose, mais là effectivement on n'attend plus rien, on en a marre des politiques. On a l'impression finalement que les Français n'ont plus confiance dans les politiques, pas que envers le gouvernement, mais tous les politiques. Ouais, bah moi-même parfois ça m'arrive. Ouais. Ça m'arrive parfois à l'Assemblée nationale d'avoir des débats qui me paraissent complètement lunaires. Quand vous avez par exemple sur la réforme des retraites, quand vous avez les pompiers qui expliquent qu'on ne peut pas travailler 2 ans de plus parce que c'est un métier à haut risque et intense, eh bien, et qu'on leur dit circuler, il y a rien à voir, ou met 2 ans de plus, et qu'en plus on les réprime de façon violente quand ils manifestent, mais ils ont raison de dire qu'en tout cas dans ce gouvernement, eh ben il y a rien à attendre et rien à espérer. Moi, ce que je dis, c'est que j'attends du Premier ministre de faire la lumière complète sur les choix qui ont été faits, puisque vous avez la polémique qui est montée. Est-ce qu'on a favorisé une ville par rapport aux autres? Non, c'est pour les gens, c'est pas pour moi. Mais selon vous, on a favorisé plutôt le Cap Ferré plutôt que le Porche, vous pensez? Non, moi j'attends les résultats de l'enquête. Je suis pas une Cassandre qui vient taper sur là où ça fait mal. Non, ces personnes ont demandé à juste titre une commission d'enquête. Il faut qu'elle ait lieu. Il faut qu'on fasse la lumière. C'est le sentiment des gens qui habitent le Porche que le Cap Ferré. Je peux pas leur donner tort. Vous savez que dans ces territoires-là, dans ces régions-là, dans ces départements, vous avez plus de 90% des forêts qui sont privées. C'est-à-dire que le risque, il est là, et que parfois, en tout cas c'est les rapports que j'ai pu consulter, les travaux n'ont pas été faits pour faire en sorte, par exemple, d'avoir des points d'accès d'eau pour les pompiers. Ce sont les agriculteurs qui ont amené leurs citernes pour que les pompiers fassent leur travail. Vous pensez que c'est sérieux? Donc les gens ont raison de dire que c'est dégueulasse et qu'ils sont maltraités. Maintenant, la question, c'est comment ils apportent une réponse collective. Et désolé, moi je veux pas politiser le débat parce qu'on fait pas de la politique sur le malheur des gens. Mais une présidentielle qui arrive, ça sera un sujet majeur. Mais un petit sujet quand même, il y a un de vos collègues, député LFI, Jean-François Coulombe, qui avait dit pendant cette affaire du Porche, il avait demandé si les bourgeois du Cap Ferré vont désormais accepter de contribuer davantage fiscalement. Et ça avait fait beaucoup parler. Il a supprimé d'ailleurs son tweet. Il avait dit qu'il y avait une lutte des classes. Vous êtes de cet avis? Moi, je pense qu'aujourd'hui, quand vous regardez par exemple la question des assurances, qui sont au cœur de ce problème, elles ne perdent jamais. Voilà, c'est-à-dire que plus vous avancez dans le risque climatique, parce que c'est ça dont on est en train de parler, plus les critères se renforcent et moins de gens sont assurés par rapport à ça. Vous savez, il y a des territoires dans notre pays, notamment dans les départements d'outre-mer, où les gens ne peuvent pas assurer leurs habitations parce que c'est trop cher, parce qu'ils sont sur les traits de côte, par exemple. Mais ça va arriver aussi dans les hexagones. Mais face au réchauffement climatique, les riches sont avantagés. C'est un peu ça le tweet que... Oui, vous avez... il n'y a pas que sur cette question-là. Plus vous avez des moyens d'une façon générale, plus vous pouvez vous prémunir du risque. On est en période estivale. Et si vous permettez, plus vous avez de l'argent, plus vous avez les moyens de partir en vacances. Donc vous êtes dans cette situation-là. Quand même réduit. Le fonds vert passant de 2,5 milliards à 830. C'est pas moi pour l'occurrence, c'est plutôt le gouvernement. Je dis oui, mais quand même avec le soutien du Parlement, malgré tout, 2,5 milliards à 837 millions en 2026. 2,5 milliards, c'était en 2024. Oui. C'est pas là aussi quand même là où le bas blesse ? C'est un scandale et je sais pas pour vous rectifier, vous corriger, mais nous n'avons pas, en tout cas les députés de mon groupe, donné un feu vert à la baisse du fonds vert. Au contraire, nous avons dit très clairement qu'il fallait au contraire l'abonder et de mettre davantage de moyens sur cette situation-là. Le vendredi, le Conseil constitutionnel s'exprimait sur différents textes, notamment celui de la fin de vie et également l'interdiction des réseaux sociaux pour les mineurs de moins de 15 ans. Vous portez quel regard là sur à la fois l'adoption de ce texte définitivement sur la fin de vie et sur l'interdiction des réseaux sociaux de moins de 15 ans pour les mineurs de moins de 15 ans, sachant que vous avez vous-même travaillé sur ces questions-là?
Écoutez, sur le texte de la fin de vie, d'abord, il y a beaucoup de fake news qui ont été données sur le fait que ça serait une loi qui était une loi pour encourager à la fin de vie. Ce n'est pas le cas. Il y a des moments de critères qui sont mis en place, qui sont de nature à être des garde-fous. Donc, je tiens d'abord à rassurer vos auditrices et vos auditeurs. Il n'y a aucune incitation à mettre la fin de vie de façon autoritaire. Non, au contraire, c'est quelque chose de compliqué à mettre en œuvre. Et heureusement, parce que c'est pas une décision neutre qui a prise en place. Et concernant les réseaux sociaux, moi, je me rends compte que finalement, ce que j'avais dit et ce que mes camarades de la France Insoumise avaient dit, que ce texte ne passerait pas le Conseil constitutionnel parce qu'il n'était pas en accord avec les réglementations européennes, notamment sur les questions de liberté individuelle, c'est malheureusement confirmé parce que ce sont les enfants qui sont victimes et qu'il faut aujourd'hui mettre le point d'honneur sur ce que moi j'appelle des dealers de données. Ce sont les plateformes qui aujourd'hui organisent l'addiction des enfants et aussi des adultes et qui les mettent dans une situation de faire en sorte que les réseaux sociaux sont devenus toxiques pour les jeunes. Donc voilà, aujourd'hui, la situation dans laquelle nous sommes, mais ça, vous c'est êtes d'accord du coup avec la majorité. Pardon ? Vous êtes du coup d'accord avec la majorité présidentielle ? Ben non, puisqu'elle a insisté sur une voie qui, d'un point de vue parlementaire, était une impasse. Sur le fait que les réseaux sociaux sont toxiques pour les moins de 15 ans. Oui, mais ça vous savez, moi je suis un ancien dirigeant associatif, j'ai travaillé assez longuement avec un grand philosophe qui est notamment un grand spécialiste des réseaux sociaux et du numérique qui s'appelle Bernard Stiegler, et déjà nous disions que les réseaux sociaux étaient toxiques et qu'il fallait vraiment trouver une solution là-dedans. Donc ce n'est pas quelque chose de nouveau que la classe politique, notamment le membre du gouvernement ou de ses soutiens le découvre aujourd'hui, ou en tout cas aille sur ce chemin. Bah écoutez, tant mieux, mais en tout cas le chemin parlementaire qu'ils ont suivi était une impasse, ils le savaient. Emmanuel Macron a voulu passer en force, le Conseil constitutionnel lui a dit cette loi. Comment ? Elle passera plus cette loi. Cette loi va être difficile puisque le Conseil constitutionnel a dit ce qu'il avait à dire. Mais par contre, une loi est nécessaire, et notamment de lutter contre les plateformes, c'est évidemment volontaire. Mais vous savez, c'est comme l'alcool. Référendum ? Pardon ? Comme le souhaite Gabriel Attal, vous êtes favorable à un référendum sur cette loi ? Référendum, c'est une sortie, on va dire, honorifique. Ouais. Non, c'est pas une question de référendum. C'est une question de comment est-ce qu'on accepte le changement de civilisation. Vous savez, on va venir sur l'école parce que ça va être la rentrée là-dessus. Ouais, merci. Vous n'avez pas besoin d'une loi. Une circulaire suffit pour interdire les téléphones portables ou les plateformes au sein des établissements, notamment des lycées. Il n'y a pas besoin de loi pour ça. Merci beaucoup, Rodrigo Arenas. Je rappelle, vous êtes député de la France Insoumise et conseiller municipal à la ville de Paris. Vous lancez cette plateforme soslogement.fr pour dénoncer les situations de logements précaires ou insalubres qui méritent qu'on les regarde de plus près chez les bailleurs sociaux. Vous bougez pas, dans un instant, nos débatteurs se mettent autour de la table et on va notamment parler de ces réseaux sociaux. Est-ce que justement les lives TikTok peuvent tout se permettre ? Est-ce que nos influenceurs et influenceuses peuvent tout se permettre sous le motif de la liberté d'expression ? Avec cette influenceuse qui a dit si vous avez des problèmes de santé, si vous êtes en situation de handicap, vous n'avez rien à faire sur cette terre.